Mon but, c'est de monter une communauté de gens bienveillants qui, comme je te l'ai dit, sont assez issus de profils complètement diversifiés. Ce que je veux vraiment, c'est que le monde se parle. C'est dur à chaque fois de se dire je vais me déplacer pour faire une expérience et pas être sûr du résultat. Alors que là, avec le concept que j'ai lancé, je suis un peu la garante du résultat et la garante de dire vous allez venir quand même dans une safe place. Tu as une passion ? Tu as un projet ? Bienvenue sur The Side Project Café, le podcast où on met en lumière ta passion. Je m'appelle Quentin, je suis le fondateur de Side et aujourd'hui je vais être ton hôte. Alors installe-toi bien, ça va bientôt commencer. Alors on va commencer. Salut Cassandra. Salut Quentin. Comment ça va ? Bah écoute, plutôt bien. Retour en France puisque j'habite à Londres. Donc ça fait du bien de revenir aux sources. Donc très contente aujourd'hui. Et toi ? C'est trop cool. Bah écoute, moi ça va. On est au milieu d'une librairie mélangée avec un café qui s'appelle Apapacho Café. Je l'ai bien dit. Ça pourrait être mieux dit, mais écoute, tu parles pas espagnol, donc on va dire que c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Apapacho. Donc on est au milieu de cette librairie, donc c'est assez drôle là, parce qu'on a vraiment une image de, on est assis sur un gradin avec des gens tout autour en train de lire des livres. Exactement, c'est assez sympa de voir surtout qu'il y a des gens de tout âge, des enfants, des adultes. Donc on va éviter de dire trop de bêtises. On va faire en sorte qu'ils n'entendent pas. D'accord, parfait. Alors Cassandra, nous on se connaît depuis quoi ? 3 semaines à peu près ? 4 semaines ? 1 mois. 1 mois. Oui, puisque c'est bon. J'étais en Guadeloupe quand on a échangé pour la première fois. C'est vrai. Donc c'est vrai que je t'ai contacté sur Instagram pour te féliciter de ton projet. Et ensuite, on a pu échanger sur nos 2 projets à tous les 2. Donc en fait, ici, on est là aujourd'hui pour pouvoir parler de ton projet, oui. Parler de ton parcours. Très bien. Parler de comment est-ce que tu as allié ton projet, ton parcours, ton job. Mm-hmm. Et avoir aussi un peu ta vision de pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, et qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus en avant. Je vais pas en dire beaucoup plus. D'accord. Je vais te laisser te présenter. Ok. Bon, alors du coup, Cassandra, expatriée à Londres depuis 5 ans. Toujours plutôt été dans le développement international, donc avec des études à l'étranger où j'ai eu la chance de vivre dans des pays différents, type Singapour, Canada, Angleterre et un peu plus encore. Je suis en charge aujourd'hui de la filiale de Revol Porcelaine au UK, donc on est fabricant de porcelaine français, donc dans l'industrie de la gastronomie. Et on verra du sens un peu plus tard que c'est lié avec mon projet. Donc le projet que j'ai lancé s'appelle Gathering Table. C'est un projet que j'avais depuis à peu près 5 ans en tête, mais de par mon parcours professionnel, sortie d'école de commerce, je voulais pas me lancer tout de suite. Donc j'ai plutôt saisi quelques opportunités avant de me lancer et de construire en fait un réseau solide dans les restaurants haut de gamme, autant au UK, en Irlande que dans le monde. Je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai que ton projet, on en avait parlé longuement au téléphone, mais ton projet est assez top. Et pourquoi il est assez top ? Parce que, et moi, il y a un truc qui m'inspire aussi, qui va très bien avec l'univers de ce podcast qui s'appelle The Side Project Café et de Side aussi, qui est mon projet. C'est-à-dire de montrer en avant comment est-ce que des gens qui ont des jobs, qui ont des passions, qui ont des vies, peuvent allier les deux. Et peuvent réussir à avoir un vrai projet qui soit un truc vraiment cool à côté de leur job. Ton projet, il s'appelle Gathering Tables. Ouais, tu peux nous en dire un peu plus sur Gathering Tables ? Avec grand plaisir. Alors, en fait, comme je l'ai expliqué juste avant, je suis dans le milieu de la gastronomie. Donc aujourd'hui, j'équipe des hôtels et des restaurants haut de gamme, avec Revol, donc un fabricant familial de porcelaine français depuis 1768. Et j'ai développé un très gros réseau chez des chefs, mais aussi des directeurs d'hôtels, de clubs privés, etc. Et ce qui me plaît dans l'industrie de l'hôtellerie-restauration, c'est que c'est une industrie qui rassemble les gens. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, un restaurant, un hôtel, un café, c'est un peu l'endroit témoin où il y a pas mal de personnes qui viennent et qui ont des âges, des nationalités ou des jobs différents. C'est un endroit qui peut autant accueillir un président qu'une personne qui fait un métier manuel, un ingénieur, enfin tout type de personnalité vraiment. Donc, moi, j'ai un profil assez social. Je vais te raconter une petite anecdote. Ouais. Quand j'avais 13 ans, mon père m'a dit écoute, l'anglais, c'est l'avenir, il faut que tu parles anglais. Donc, il m'a envoyé en fait faire un séjour linguistique à l'étranger. Donc, le premier que j'ai fait, c'était en Irlande, à l'âge de 13 ans.
Il m'envoie avec des gens que je connais pas, de nationalités différentes, en Irlande, dans un pays que je ne connais pas non plus. Ouais, donc avant de partir, t'étais comment ? J'ai pleuré. Je voulais pas y aller. Je lui disais que c'était un père complètement à côté de la plaque, qu'on laissait pas ses enfants partir avec des gens qu'on connaissait pas, dans une famille d'accueil. C'était vraiment terrible. Et en fait, j'ai fait 2 semaines là-bas, qui étaient honnêtement juste le début de juste les plus beaux étés que j'ai passés de ma vie, parce que j'adore découvrir, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et c'est vrai que je suis revenue en pleurant, mais parce que je voulais rester 1 semaine de plus. Donc en fait, je suis partie, et en fait tous les étés j'ai continué à partir parce que j'ai juste adoré le fait de rencontrer des gens que je connaissais pas dans un milieu international. Voilà. Donc pourquoi j'ai lancé Gathering Tables ? Parce que j'adore la gastronomie, parce que comme tu l'as compris, pour moi, une table c'est un milieu de partage, et je pars de plusieurs constats. Le premier constat aujourd'hui, c'est que on a un énorme souci par rapport aux rencontres. Les gens se sentent seuls. Il y a une explosion de l'individualisme aussi. On peut se sentir seul parce qu'on est célibataire, parce que on est marié depuis longtemps et que au final peut-être notre partenaire n'est pas assez présent, ou parce qu'on vient d'arriver dans un nouvel endroit, parce que par exemple on est expat aujourd'hui à Londres et puis on doit déménager à Singapour. Donc je suis partie du principe, ok, on va essayer de rassembler les gens, parce que j'aime beaucoup aider les gens en général, et on va faire une communauté de gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont envie de rencontrer d'autres personnes par le biais d'une table bistronomique ou gastronomique. Deuxièmement, l'industrie de l'hôtellerie-restauration est compliquée en ce moment. Les gens ont moins d'argent, donc la conséquence, ils vont moins au restaurant. Du coup, les restaurants sont dans une situation compliquée. Troisièmement, le contexte géopolitique actuel est pourri, on va pas faire un dessin. Alors qu'au final, pour moi, quand on est français, on devrait tous être un peu sous le même parapluie et se dire on va y arriver ensemble et laisser tomber les partis politiques. Parce qu'en fait, le but de tout, c'est d'être heureux, de vivre correctement dans un pays. Et quand on a des partis politiques qui se tapent dessus les uns sur les autres, on risque pas d'avancer. Donc je me suis dit, on va essayer de prouver qu'on peut faire des tables de personnes qui sont complètement différentes. Donc, comme je l'ai dit, nationalités différentes, âges différents, parce que je trouve que l'intergénérationnel est hyper important aujourd'hui. Les jeunes et les plus âgés ne savent plus parler, à part quand ils sont des membres d'une propre famille. Donc, je me suis dit, on va faire le pari risqué de dire, on va faire des tables en moyenne, bien évidemment, entre 25 et 60 ans, de gens qui sont curieux, ouverts d'esprit et qui ont aussi envie de découvrir des nouveaux restaurants. Voilà le but du projet, qui est vraiment de rassembler. C'est assez canon comme projet. Moi, pour avoir testé l'expérience, j'ai trouvé ça absolument canon. J'ai rencontré des personnes absolument super. Après, moi, il y a 2 questions qui me viennent. Mm-hmm. La première, c'est tu parles de réunir des gens qui ne se connaissent pas. Comment est-ce que tu t'assures qu'ils puissent vivre une expérience qui soit en fait à la hauteur des lieux dans lesquels tu vas ? Parce qu'en fait aussi, Gathering Tables, c'est dans des lieux qui sont des très beaux lieux, donc c'est dans des restos bistronomiques, gastronomiques ou autres. Donc il y a aussi une expérience qui doit être à ce niveau-là. Donc comment est-ce que tu t'assures que ça se passe bien et que tu as une bonne expérience ? Et la deuxième question, c'est en fait, qui rejoint un peu la première, c'est comment est-ce que moi j'ai toujours l'image de ces dîners de famille avec l'oncle ou la tante un peu bizarre qui est relou, qui te raconte des blagues, tu sais pas trop, tu sais pas pourquoi t'es là et tu sais pas pourquoi il te raconte une blague comme ça. Est-ce que tu as envie de contrer ça dans tes expériences ? Est-ce que tu, je sais pas dire, l'encourages ? Est-ce que tu laisses faire ? Comment est-ce que tu interviens aussi toi là-dedans ? Ok. Alors déjà, premièrement, sur la sélection des profils, en fait, je construis des listes d'attente par ville et par restaurant. Donc là, je vais prendre par exemple l'exemple du dîner qu'on a fait chez Hélène Darroze à Joya, donc où tu es venu. J'ai eu beaucoup de demandes pour participer à ce dîner-là et j'ai fait des sélections de profils. Donc déjà, sélection de profils sur 28 personnes qui sont venues. 20 personnes étaient de mon réseau personnel. Donc ça pouvait être des personnes avec qui j'ai fait mes études, des personnes que j'ai rencontrées par le biais d'autres amis, des personnes que j'ai rencontrées dans le travail. Donc voilà, il y avait déjà 20 personnes où j'étais sûre que ces personnes-là se connaissaient pas entre elles et qu'elles étaient assez ouvertes d'esprit, qu'elles avaient voyagé un petit peu et qu'elles étaient toutes ouvertes à la rencontre et surtout ouvertes à la découverte de profils différents d'eux-mêmes.
Après, j'ai eu 8 autres personnes que je ne connaissais pas. Et en fait, la magie de LinkedIn ou la magie des réseaux sociaux, c'est de voir qu'en fait, les gens ont été rapportés par un certain réseau et que très souvent, j'avais une personne en commun avec eux pour déjà demander à la personne qu'est-ce que tu penses de cette personne, est-ce qu'elle est ouverte d'esprit et est-ce qu'elle pourrait matcher avec l'ADN du projet. Ah oui, donc tu allais demander aux relations que tu avais en commun avec ces personnes si c'était des bons matchs pour ton expérience. Exactement, parce qu'aujourd'hui je suis quand même garante de qui je ramène dans ces restaurants. C'est quand même mon image que j'ai construite depuis plus de 3 ans et demi via mon entreprise actuelle qui est en jeu. Donc j'ai pas envie de l'abîmer, si tu veux. Donc et puis je suis un peu contrôle fric aussi, donc j'ai envie de vérifier qui vient au dîner, et au même titre que moi ou pour les convives ou pour les gens qui nous accueillent, il faut être dans un contexte où on est détendu et où moi aussi j'ai confiance. Donc ce qui s'est passé, c'est que derrière, les personnes m'ont dit oui, cette personne est top, tu verras, très ouverte d'esprit et qui adore discuter, raconter, échanger. Très bien. Derrière, je qualifie en fait la personne au téléphone, c'est-à-dire que je l'appelle et que je lui pose quelques questions, et en fait très vite c'est des personnes avec qui je reste au moins 30 minutes au téléphone, donc sur le long terme ça va être compliqué de faire ça à 100% de mon temps, mais au moins je me dis ok, cette personne est hyper intéressante, elle a des choses à dire et elle a envie, donc je vérifie au téléphone, tu vois, je leur demande: vous êtes d'accord de venir à un dîner avec des gens que vous ne connaissez pas? Ce sont des âges différents, donc on peut avoir tout âge à table, toute nationalité différente et aussi tout background ou job différent. Donc déjà, quand on explique le projet, la personne, elle dit direct oui ou non. Et je t'avoue que pour le moment, j'ai pas eu de non. En fait, moi, il y a un truc assez évident que je me dis, qui est que si tu décides de faire, entre guillemets, le premier pas pour aller dans ce type d'expérience, parce qu'en fait, aller à un dîner tout seul où tu connais personne, c'est pas anodin. C'est-à-dire que, et on le voit beaucoup en France, c'est-à-dire que moi, avant de commencer à voyager tout seul, j'étais jamais allé au resto tout seul, à m'asseoir à une table, à prendre un bouquin et à commander un dîner ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument pas du tout anodin. Donc déjà, je pense que ça demande une certaine ouverture d'esprit pour aller là-dedans. Après, moi, ce que je trouve assez intéressant, et dans ce que tu dis aussi, c'est que tu as une sélection. Donc ça, je trouve que c'est top, parce que ça permet aussi de garantir, entre guillemets, la singularité et aussi le fait que ton expérience soit quelque chose de solide avec des standards. Par contre, je me pose une question, si je fais un peu l'avocat du diable là-dessus. Dis-moi. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir un peu une sorte d'entre-soi au fur et à mesure de personnes qui viennent... Parce que tu essayes d'avoir des personnes qui sont de milieux différents, mais en fait, tu vois, si vous avez tous une relation en commun sur LinkedIn, que tu as réussi à les valider, et que en fait, donc tu as un cercle qui est typiquement le même, voire un peu plus étendu, comment est-ce que tu t'assures à l'avenir de pas forcément, ou c'est peut-être un souhait, ou peut-être pas un souhait affiché? Alors, peut-être que je me suis mal exprimée. Il y a certaines personnes avec qui j'avais des relations en commun, et certaines personnes qui ont trouvé le projet sur Instagram ou sur LinkedIn via des posts que j'ai faits. Honnêtement, aussi. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'une élite de... directeur d'entreprise et d'entrepreneurs. Ce que je veux vraiment, c'est que le monde se parle. Donc le monde peut se parler parce qu'on est tous différents. On peut tous avoir des jobs plutôt manuels, plutôt intellectuels, ou alors des étudiants. Tu vois, par exemple, le dernier dîner à Paris où tu es venu, j'ai offert une place à une étudiante qui est venue donc partager le repas avec nous, parce qu'il y a aussi des étudiants qui sont sur le marché aujourd'hui, qui aimeraient participer à ce genre d'expérience, et ce sont des expériences qui coûtent un peu d'argent quand même. Donc moi, je pars du principe où il faut quand même redistribuer. Donc le projet marche bien. Je suis capable de faire une certaine marge, donc je suis capable d'offrir un dîner à quelqu'un qui en a le besoin. Pour être honnête, donc j'ai été bénévole pour les banques alimentaires en France depuis assez longtemps, où j'organisais les collectes, où je faisais les ramasses aussi dans les supermarchés. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est d'aider des assos pour un but d'aider en fait les gens en général. Et tu vois, à terme, il y aura aussi cette idée de se dire comment redistribuer à une association qui a un peu de sens pour moi. Et les banques alimentaires, forcément, ça a du sens puisque c'est dans notre industrie et ça questionne l'alimentation et le pouvoir d'achat des gens en général aussi. Ouais.
Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on sent que tu as une vraie, entre guillemets, vocation humaniste derrière tout ça. Que tu le fais pas juste parce que ça te fait marrer d'aller bouffer dans des super restos, mais tu te dis j'ai envie d'avoir quelque chose qui apporte à la société, qui résout entre guillemets la solitude des gens, qui leur permet de se rencontrer, qui leur permet de rencontrer des personnes qui sont mine de rien un peu différentes d'eux. Ah bah complètement, parce que si je devais peut-être te détailler certaines tables que j'ai organisées, tu vois, on a une table, on a eu un pilote d'avion, un journaliste, une directrice artistique, on a eu un pâtissier, un entrepreneur, enfin c'est quand même assez varié. Et en fait, je trouve que la beauté des parcours est hyper importante, la diversité des parcours est hyper importante parce que souvent, et c'est des exemples que je vais donner, mais j'ai des copains qui sont médecins, qui restent qu'entre médecins parce que ils n'ont pas forcément le temps de voir d'autres personnes en dehors. J'ai d'autres copains qui sont en finance, ils restent qu'avec les gens qui sont en finance. Et puis après, on me dit, mais Cassandra, comment tu fais pour avoir autant de potes de milieux différents, autant de nationalités différentes, comment tu fais? On aimerait avoir le temps de faire comme toi. Mais en fait, eux ont peur de, par exemple, télécharger une application et d'aller rencontrer des gens qu'ils connaissent pas, parce que leur temps est tellement précieux. Le mien aussi, je dis pas le contraire, mais c'est dur à chaque fois de se dire, je vais me déplacer pour faire une expérience et pas être sûr du résultat. Alors que là, avec le concept que j'ai lancé, je suis un peu la garante du résultat et la garante de dire, vous allez venir quand même dans une safe place où les gens, je les connais, ou au minimum, ils ont rempli aussi un formulaire, ça j'ai oublié d'en parler. Donc chaque personne qui vient au dîner remplit d'abord un formulaire, ensuite un échange téléphonique qui peut durer entre 15-30 minutes et 1 heure si vraiment c'est passionnant et que j'ai du temps. Donc t'es en Guadeloupe. C'est ça. Mais voilà, je garantis quand même une super expérience. Et ce que je dis dans tous les cas, c'est au pire, c'est un dîner gastronomique excellent, donc dans des restaurants que je sélectionne moi, parce que ce sont des restaurants que je connais de mon réseau. Et au mieux, ça peut être un nouvel ami, une nouvelle connexion professionnelle, et pourquoi pas peut-être le début de rencontrer quelqu'un avec qui faire un petit bout de chemin ou plus. Donc il y a vraiment très peu de freins aujourd'hui sur convertir ou convaincre quelqu'un de venir au dîner. Et si tu veux, je suis hyper contente parce que chaque personne qui vient au dîner veut revenir derrière. Et ça, j'en suis hyper contente. Et on m'a fait des retours qui m'ont même fait pleurer, tu vois. Donc c'est très important pour moi d'arriver à rassembler les gens, que les gens soient heureux d'être venus et que ça leur donne aussi un coup de pouce. Tu vois, j'ai eu des gens qui sont introvertis, qui m'ont dit, écoute, je vais essayer de venir parce que c'est un challenge pour moi de venir dans un événement comme ça. Et puis à la fin de l'événement, ça a été des remerciements parce que j'étais là, que j'ai pris soin d'eux et que derrière, ils ont rencontré des gens qui ne jugent pas et qui sont là pour écouter d'autres histoires, s'intéresser aux autres et raconter la leur aussi. Ce que je trouve assez top aussi dans le format dîner, c'est-à-dire que à notre génération, je trouve qu'on parle beaucoup de voyager seul. C'est vrai. On parle beaucoup de voyager solo. Il y a beaucoup de personnes qui disent je me suis barré 1 mois solo au Mexique, je suis parti 1 mois, 2 mois, 3 mois en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi de suite. C'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode, qui est top, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'en fait, je vois qu'on a tendance à idéaliser ce système du voyage solo. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ton expérience, c'est-à-dire que tu peux réussir à, je vais pas dire substituer ça, mais à apporter un plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, en fait, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, de solo. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Et par contre, j'ai pas envie d'aller dans un bar et d'essayer d'aller parler à tout le monde parce que les gens seront pas disposés à ça. Mais toi, tu leur permets d'avoir cet espace dans lequel, en fait, ils savent qu'il y aura forcément des gens qui seront dans la même situation qu'eux. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est un peu comme le principe des applis de rencontre, on sait que les gens sont dans la même situation, donc ce qui peut désinhiber un certain nombre de points. Et après, ce que je trouve aussi hyper top, c'est que le système du dîner, au pire, t'as bien mangé. Exactement. C'est ça. Au pire, t'as bien mangé. Et ce qui est quand même sympa, je pense, dans notre culture, du moins au minimum européenne, c'est qu'une table, c'est le moment où toutes les différences se complètent un petit peu, où tu te dis, tu peux parler de la nourriture que tu manges, tu peux échanger et rencontrer les personnes. Tu es posé en fait à une table. Donc ce qui est pas mal, c'est que le format des dîners, comment il se déroule, c'est que tu l'as vécu, donc tu le sais, les gens arrivent vers 6h30, ils prennent un verre d'accueil tous ensemble, donc c'est un peu l'occasion de rencontrer, échanger brièvement, parce qu'au bout de 45 minutes, on passe à table.
Et à mi-chemin, je change les gens de place pour qu'ils puissent discuter avec d'autres personnes. Donc là, le dîner à Paris où tu es venu, c'est la première fois où j'ai décidé de faire plus de 14 personnes. Donc on a fait 3 tables au total. Et les gens ont pu passer de table en table, du coup avoir des discussions avec au moins 5 ou 6 autres personnes dans la soirée. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que au final, je pense qu'on a tous besoin de ça. Comme tu disais, il y a une explosion en ce moment des gens qui partent seuls. Je pense que les gens partent seuls parce c'est un challenge, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est de se dire, j'ai envie de faire des choses pour moi aussi, parce qu'on est des générations, on a été beaucoup plus ouverts sur le côté émotionnel, psychologique, etc. Donc aujourd'hui, on en est capable. Moi, je t'avoue, je suis jamais partie seule en vacances, par exemple. Ouais. Parce que pour le travail, je suis souvent en déplacement, donc pour moi, c'est un peu pareil. Donc du coup, vu que je suis seule dans un hôtel, des fois pendant 3 jours, non, je préfère partir avec mes amis. Mais je trouve ça hyper courageux et j'aimerais essayer un jour. Et souvent, j'ai des amis qui ont envie de partir avec moi. Non, mais ça, c'est bien. En fait, le côté... moi, je sais que le voyage seul aussi, moi, je trouve ça très bien dans le sens où si jamais tu as envie de faire un truc, c'est de pas forcément être obligé d'attendre que des personnes soient là aussi pour le faire. Ouais, c'est vrai. Là, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Après... c'est pas une obligation, mais c'est comme si on écoute tout ce qui se passe sur LinkedIn ou sur Instagram ou autre, tout le monde devrait courir un marathon, avoir passé un mois tout seul en voyage, faire du yoga et éventuellement faire de la peinture et avoir un job qui leur permet de bosser tous les jours et être très très bien payé. Et tout ça est un peu utopique parce qu'il faudrait plusieurs vies pour faire tout ça en même temps. Et oui. Mais moi j'ai de la chance, je peux pas courir, donc je fais pas partie de la team Ironman, marathon, etc. Donc ça me laisse le temps de développer mon projet en même temps que mon job, du coup. C'est parfait. Maintenant, si on rentre un peu plus dans ton projet en même temps que ton job. Oui. Tu gères un pays pour Revol, pour la porcelaine, donc tu es directrice... 2 pays, pardon. Oui. Ah oui, UK on a une filiale en Angleterre, donc oui, j'habite à Londres et je gère Angleterre et Irlande. Et l'Écosse ? Oui, parce qu'en donc fait... ça fait 3 pays. Alors non, parce que... ok. Excusez-moi, oui, alors pardon, si. UK en français, c'est Royaume-Uni. Dans le Royaume-Uni, tu as l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Et l'Irlande du Nord. Oui, Irlande du Nord, Irlande, exactement. Mais donc je gère le UK, donc le Royaume-Uni et l'Irlande, si tu veux jouer sur les mots. Oui, bon, écoute, ça, c'est mon côté écossais, ça. Donc, tu as ce job-là, qui est quand même pas un petit job. Non. Et à côté de ça, tu as monté Gathering Table. Yes. Comment est-ce que tu as réussi à faire les deux ? Comment est-ce que tu as eu l'idée au début de te dire je monte les deux à côté ? Quand est-ce que ça arrivé, à peu près, Gathering Table ? Ok, alors il faut être honnête à 100%. Vas-y. Ok, bon. En clair, le projet, je l'avais en tête depuis quelques années, sauf que j'ai eu un déclic au mois de juillet où en fait je me suis dit bon, je fais un premier dîner cet été, j'attends septembre et je suis un peu quelqu'un qui dès que je veux quelque chose, j'ai envie de le faire et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc on va dire qu'au mois de juillet, j'ai eu une petite peine de cœur et je me suis dit bon, c'est soit en gros je pars en vacances et je fais d'autres choses et je pense à autre chose, soit je lance mon projet. Et je me suis dit je vais faire les deux. Donc, t'aimes bien faire plusieurs choses à la fois, toi. Oui, un peu hyperactive. Peut-être que tu l'auras compris, non ? À peine. Donc en clair, je décide en une semaine d'organiser mon premier dîner où du coup je demande à Pascal, donc Pascal Ossignac qui est chef une étoile aujourd'hui sur Londres. Donc il a un restaurant de cuisine de Gascogne, donc ça s'appelle Club Gascon. Et je lui dis écoute Pascal, c'est plusieurs fois que je te parle de mon projet, là je sens que c'est le bon moment, il faut le faire. Et il me dit écoute quand tu veux. Donc je lui ai demandé quand est-ce que on pourrait l'organiser, est-ce que tu as un jour où potentiellement il y a moins de réservations que les autres. Puis il me dit écoute le vendredi c'est compliqué parce qu'à la City, donc à Londres, vu que la plupart maintenant des traders sont en télétravail, j'ai moins de personnes qui du coup reviennent sur Londres dans le centre pour manger. Je lui dis ok, écoute, si on faisait le dîner vendredi prochain. Donc on est parti en une semaine, coup de speed, de me dire ok, je vais organiser mon premier gathering table à Londres le 25 juillet. Et donc tu as dû trouver les personnes ? Donc j'ai dû trouver 10 personnes. La chance que j'ai, c'est que j'ai quand même un réseau assez diversifié puisque je fais du théâtre, je vais à la piscine, je voyage beaucoup. Donc j'ai juste utilisé tous mes réseaux. Et en fait, vu que c'était en une semaine, c'était assez court comme délai. Donc après, j'ai fait un post sur LinkedIn où du coup, j'ai trouvé les 2 dernières personnes. Voilà.
Donc du coup, c'était des personnes, tu vois, 2 de mes clients, une personne qui était une ancienne cliente quand je bossais dans la décoration d'intérieur. J'ai eu un ami avec qui je joue au théâtre. Enfin, des profils hyper diversifiés. Donc on était une table de 10 et donc le premier dîner s'est déroulé. Et en fait, ça s'est super bien passé que j'ai pris en fait un autre coup de speed en me disant je pars à New York 2 semaines début août et je vais aussi en faire un là-bas. Sauf que je me suis dit vas-y doucement, tu connais 2 personnes à New York, est-ce que tu vas trouver facilement d'autres personnes? Et en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'avais un très gros réseau à New York de gens avec qui j'ai étudié, avec qui j'ai travaillé, que j'avais rencontré en vacances à droite à gauche. Et mine de rien, via LinkedIn, j'ai trouvé beaucoup de personnes que je connaissais qui habitaient à New York. Et en fait, soit eux sont venus au dîner, soit leurs amis d'amis, etc. sont venus. Donc en fait, là, on était 14. Donc plutôt sympa. Et donc en croissance. Ouais, exactement. Petit à petit. Après, il y a pas des fails, mais tu vois, j'ai voulu aussi faire un dîner à Dublin. Et au final, à Dublin, je connaissais 2 personnes aussi. C'est pas une ville aussi grosse que New York, donc ça a été compliqué de trouver du monde. Et surtout, la chose importante, c'est qu'à chaque fois, j'essaye qu'il y ait le plus de nationalités différentes. Ouais. Donc ça ajoute encore des critères qui font que c'est dur de remplir les tables en respectant les critères de mixité dont j'ai envie. Tu vois, par exemple, à Londres, pour le 2e dîner du coup que j'ai fait en septembre avec le restaurant Pavillon de Yannick Aleno, j'ai eu énormément de demandes, beaucoup de profils de femmes, et en fait, je voulais respecter la parité. Donc, j'ai eu 45 personnes en liste d'attente. J'en ai choisi que 14 au total, parce que j'avais pas assez d'hommes pour, du coup, équilibrer avec les femmes. Donc c'est pas une affaire si facile que ça. Et vu que je refuse d'avoir recours pour l'instant à l'intelligence artificielle ou à des outils annexes parce que j'ai envie de faire moi-même la sélection et de garantir les bons profils entre guillemets, ça prend du temps. Je trouve ça, en fait, il y a 2 trucs. Il faut que j'arrête de dire, je trouve ça hyper intéressant parce que tout est très intéressant. Merci beaucoup. Il y a le premier point que je trouve assez pertinent et assez réplicable pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce type de projet. Votre réseau, c'est la chose la plus importante que vous puissiez avoir. Et donc, ce qu'on voit très bien avec ton exemple, c'est j'ai envie de lancer un truc, j'ai envie de le tester. C'est ce que tu as fait. D'abord, je vais essayer de proposer à mes proches autour pour voir si ça peut les intéresser, s'ils peuvent venir et pour avoir des choses à montrer, des choses que j'ai vraiment faites. Et ça, je trouve que c'est hyper parlant dans ce que tu as fait. Et après, moi, ce que je trouve assez pertinent aussi, c'est qu'il y a des lieux qui vont être plus ou moins propices, où il y a des villes, où il y a des cultures qui vont être plus ou moins propices à pouvoir accueillir ce type d'événement ou à pouvoir accueillir n'importe quel type de projet ou autre. Et c'est-à-dire que, tu vois, quand tu parles de Londres, qui est une grande ville, tu parles de New York, Dublin, c'est plus compliqué. Parce que Dublin, plus petite ville, même s'ils ont entre guillemets. C'est une ville très internationale aussi, parce que tu as quand même tout le siège de la tech européenne. LinkedIn, Google, Salesforce et compagnie, où ils ont énormément de nationalités qui bossent pour eux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une des villes les plus internationales en Europe. Hein. Oui, totalement. Mais après, tu vois, peut-être en termes de culture, population ou même de personnes qui sont installées à long terme là-bas. Après, on peut en discuter pendant des heures de la personne type qui vient à Gathering Tables, parce que je pense que tu peux avoir différents profils et ça peut être aussi intéressant d'aller les trouver. Je pense qu'à Dublin, c'est peut-être une population qui est peut-être trop expat, peut-être même plus expat qu'à Londres ou autre. Pas forcément, non. Non, pas forcément. Non, et en fait, à Dublin, il y a juste moins d'habitants. Hein. Il me semble que l'Irlande, au total, c'est 5 millions d'habitants. Donc, par exemple, à titre de comparaison, Londres, on est 11 millions. Donc, tu as beaucoup plus de chances de trouver des profils qui vont être intéressés sur Londres que Dublin. Dublin, c'était un petit challenge. Hein. Honnêtement, j'avais un déplacement professionnel là-bas, donc je devais aller voir un de mes distributeurs sur Dublin. Donc en fait, j'ai juste saisi l'occasion de ce déplacement pour me dire, dans tous les cas, j'ai pas énormément de frais qui sont engagés. Je peux organiser un dîner à Dublin chez un de mes très bons clients, donc un super restaurant qui s'appelle Glover Alley by Andy McFadden, 1 étoile au Michelin. Et en fait, c'était très sympa et ça me permet, si tu veux, de
de tester le concept petit à petit. C'est-à-dire que j'ai fait des tables de 14, là on a fait une table de 8, après ensuite 3 tables de 9 chez Lenda Rose. Donc ça nous permet de vraiment tester le concept et de voir comment je m'adapte à chaque fois en fonction du nombre de personnes, du restaurant avec qui je fais le dîner. Et de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on teste. Et puis des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins. Mais c'est toujours une très très belle expérience. Au moins on mange bien. Au moins on mange bien, et ça c'est quand même important. Tu peux nous parler un peu plus de comment est-ce que tu t'es organisé pour lancer tout ça, à côté de ton job ? Alors, comment je me suis organisée ? Déjà, je suis quelqu'un de très honnête, c'est-à-dire que je ne me sentais pas de lancer mon projet sans en parler à Olivier Passot, mon CEO. Ouais. Donc en fait, je l'ai appelé avant d'aller en rendez-vous. Je me rappelle encore où j'étais physiquement à Londres. Et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai cette idée où pour relancer un peu l'industrie qui est un peu en perte, voire en perte, on va le dire. Je pense que je vais aider les restaurants à remplir leurs tables. Parce que du coup, comme ça, ils nous achèteront plus d'assiettes parce qu'ils vont penser à Cassandra de Revol qui nous aide à remplir nos tables. La diversification. Exactement. Donc du coup, au début, c'était OK, dis-moi en plus, etc. Et puis, c'est vrai que rapidement, elle m'a dit, écoute, OK, tant que ça n'a pas d'incidence, bien évidemment, sur ton job. Au final, ça a été depuis, on va dire depuis, mi-août, beaucoup d'organisations, beaucoup de demandes, ça a commencé à faire un peu de bruit, donc forcément intéresser des investisseurs, des partenaires, beaucoup de demandes aussi pour des gens qui souhaitaient faire des dîners, et au final, quand on est tout seul derrière tout ça, c'est assez compliqué de tout gérer. Donc je t'avoue qu'au début, je bossais énormément, j'allais me coucher à 3h du matin, j'ai beaucoup d'idées à la minute, donc j'écris tout, mais derrière, j'ai envie de tout faire. Et c'est vrai que là, il a fallu que je m'organise et surtout que je ralentisse un petit peu. Donc, pour tout ça, j'ai décidé de me poser. Donc, je me suis posée il y a 2 semaines et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ok, j'ai 30 ans. J'ai un super poste. J'adore mon job aujourd'hui, mais là, je le sens. Il me faut la next step et il faut que je continue de travailler dans l'industrie de la gastronomie, mais j'ai quand même ce côté social où je veux aider en fait. Je veux aider les gens à se sentir bien. J'adore moi aussi rencontrer du monde. Bref, qu'est-ce que je fais ? Et là, je me suis dit, ok, bon, en fait, je crois que je vais démissionner. Mais une démission avec cette porte ouverte à mon entreprise actuelle, de dire j'adore mon job, j'adore surtout tout ce qui est innovation, développement qu'on fait donc avec notre équipe de design, j'adore nos clients, j'ai du mal à partir. Ouais. Et si tu veux, Revol, donc c'est, comme je te dis, un fabricant familial de porcelaine français depuis 1768, donc on est assez âgé, ça se voit pas parce que j'ai un bon chirurgien. Je rigole, c'était une blague. Une bonne skincare routine, mais bon. Et en clair, j'ai du mal à partir parce qu'une fois qu'on rentre chez Revol, on se sent appartenir à une famille, je t'avoue. Donc moi, je galère un peu à me dire que je m'en vais et j'ai laissé la porte ouverte avec ma boîte en disant que potentiellement, ils pouvaient être partenaires du projet. Et donc, c'est en cours de discussion. Voilà. Parce que, ça, c'est intelligent. Non, c'est intelligent et c'est surtout... j'ai du mal à lâcher des projets qui m'intéressent et c'est quand même voilà, c'est une boîte qui m'a laissé ma chance il y a 3 ans et demi, c'est une filiale que j'ai montée avec Revol et qui est comme mon bébé entre guillemets. Ouais. Donc j'ai du mal à lâcher et c'est pour ça que tu vois là je suis en charge du recrutement, de trouver la personne qui va prendre ma suite, de rester potentiellement un peu derrière en tant qu'ambassadeur sur les dîners à l'international aussi. Donc j'espère que tout ça va bien se dérouler et en tout cas voilà, c'est toujours compliqué et il y a des risques à prendre. On ne sait pas si le projet va marcher. Par contre, je vais tout faire pour et c'est vrai que je me mets dans un mindset où ça va marcher. Voilà. C'est assez intéressant. En fait, ce qui est assez pertinent dans ce que tu dis, c'est que le mindset, c'est ce qui fait tout. C'est-à-dire que si tu te dis je peux le faire, tu auras 99% de plus de chances de le faire que si tu te dis je vais foirer. Quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut. Après, ça, c'est contre-coup, le quand on veut, on peut.
C'est-à-dire que je suis très partisan de cette phrase et de ce côté assez dur au mal, de se dire je continue, je dois le faire, je peux le faire, j'ai envie de le faire, je continue d'avancer et de le faire. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de moments où le quand on veut, on peut, il peut avoir aussi mauvaise presse, dans le sens où, à force de me pousser à forcément faire plus de choses, je peux totalement oublier de m'écouter. Mm-hmm. Et partir en burn-out ou autre, ou même pas forcément pour employer ces gros mots-là. Mais je pense que la chose la plus importante que j'ai appris récemment, c'est il faut être loyal envers les entreprises dans lesquelles on travaille. Mais il faut aussi être loyal avec nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je suis loyal envers Revol, mais peut-être trop. Et du coup, c'est vrai que si j'étais vraiment loyal avec moi-même depuis peut-être 1 an et demi, je serais sûrement déjà partie pour lancer mon projet. Sauf que au départ, c'est de se dire attends, j'adore ma boîte, j'adore bosser, j'adore le milieu des chefs, j'adore les restaurants, les hôtels qu'on fournit sur ma zone. Partir pour mon projet, je sais pas trop. Et puis au final, quand on s'écoute et quand on sent tic-tac, tic-tac, quelque chose qui nous dit que c'est le bon moment et qu'il faut essayer, au pire, on a quoi à perdre. Honnêtement, je vais tester. Si le projet fonctionne, génial. Si ça patauge un peu, je retournerai travailler peut-être en tant que consultante pour des boîtes et en parallèle, je continuerai le projet. Oui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à laisser tomber quand j'ai une idée en tête. Non, mais ça se comprend. Et après, c'est encore une question d'équilibre. Enfin, il y a une question de trouver le bon équilibre et il y a une question de laisser le temps au temps aussi. C'est-à-dire que ton projet, tu as l'idée depuis plusieurs années. Il y a un moment où c'était le bon moment. Exactement. Et puis, je vais peut-être un peu nuancer le propos parce que c'est vrai que je me suis décidée de me lancer parce que je me suis dit, en fait, il n'y a jamais de bon moment. Parce que on ne sait pas, en fait. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est le moment le plus propice pour ? Non. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Et c'est vrai que le bon moment, c'est quand ? Est-ce que c'est quand t'as pas de job du tout et que tu te dis tiens, qu'est-ce que je ferais de ma vie ? Est-ce que le bon moment c'est je suis en poste, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire ça mais je peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai encore même si je pose ma démission, j'ai peut-être 3 mois de notice, en fait, il y a jamais de bon moment. Honnêtement, et c'est ce que j'aime dans la vie, c'est qu'en fait tente et tu verras, et si ça marche tant mieux. Et en fait, dans tous les cas, tu auras appris quelque chose, tu auras potentiellement parlé avec de nouvelles personnes pour avoir de nouvelles idées et ça t'amènera autre part derrière. J'aime bien le fait de me dire que chaque nouvelle journée est l'opportunité de faire quelque chose de nouveau, de faire de nouvelles rencontres, et c'est juste l'ouverture sur le monde. Et la beauté de la vie, c'est voilà, tu sais pas sur qui tu vas tomber, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, et c'est top, et c'est ok. C'est un beau mot, ça. Merci. Non, parce que tu vois, en entretien d'embauche, souvent on te demande où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Non, mais est-ce que tu sais... Sur une plage aux Maldives. Non, mais ça me fait doucement rire. Tu te vois où dans 5 ans ? Mais et toi, tu te vois où dans 5 ans ? Il faut leur retourner la question. Non, mais en fait, surtout le truc qui est compliqué, c'est vrai que quand toutes ces questions, où est-ce que tu te vois dans 5 ans en entreprise, la majorité des réponses que vous allez avoir vont être des réponses qui vont être totalement faux cul. Exactement, parce que ces questions-là sont demandées par les recruteurs parce qu'ils ont envie de se dire j'investis dans un profil, je veux le garder le plus longtemps possible. Donc ils s'attendent tous à ce que la personne dise je commence à ce job-là et puis j'aimerais finir directeur. Voilà, génial. mais surtout qu'en fait il y a, et c'est là ce que je trouve assez beau, c'est qu'en fait il y a tellement de moyens de bosser avec une boîte aussi. Tu le montres bien, c'est-à-dire qu'il y a le moyen de bosser avec une boîte de manière employé, collaborateur, directeur. La voie classique, vous avez un CDI, vous bossez pour cette boîte, mais il y a aussi plein de manières de bosser et de contribuer à la fois la richesse de cette boîte et aussi la renommée, la rémunération, la valorisation, l'image de marque, ainsi de suite. Donc là, tu parlais d'être ambassadeur de Revol. Il y a ce côté aussi où c'est hyper intéressant de commencer à réfléchir aussi, à explorer différents points et à se dire, mon job c'est ça, comment est-ce que je peux l'étendre, comment est-ce que je peux les tester d'autres choses à côté,
Ah, c'est sûr, parce que, bon, si tu veux, j'ai 30 ans aujourd'hui. Moi, vu que j'habite en Angleterre, si je rentre en France, j'ai pas de droit de chômage, j'ai pas d'aide du gouvernement, donc c'est un peu tout pour ma pomme. Donc il faut bien que je m'assure un revenu sur le côté. Donc aujourd'hui, j'ai été approchée par des boîtes dans l'industrie, et donc je vais faire un peu de consulting pour aider des boîtes à se développer avec mon projet, donc toujours dans l'industrie agroalimentaire ou équipement d'hôtels et de restaurants. À chaque fois que je pense à un projet, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a de grosses discussions qui sont en cours avec des partenariats, etc. Mais je veux pas faire un projet où j'ai pas toutes les chances d'en vivre un minimum. J'ai envie de faire un projet qui donc aide les gens, mais qui aussi va m'aider moi, bien évidemment, et qui potentiellement à terme pourra embaucher d'autres personnes et puis grossir sur la scène internationale pour solutionner tous les problèmes dont on a parlé juste avant. C'est la métaphore du masque dans l'avion. C'est-à-dire ? Quand on prend l'avion, dans les contraintes qu'on donne comment on appelle ça ? Dans les consignes qu'on donne quand on rentre dans un avion, c'est les consignes de sécurité. Oui. Il y a la consigne du masque qui tombe en cas de dépressurisation de la cabine. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois ? Dans le discours, tu veux dire ? Qu'il faut tirer sur le masque, respirer dedans. C'est pas ça ma métaphore. Non, je l'ai pas comprise. En gros, ce qu'on demande à chaque fois, donc à ce moment-là, c'est pas grave, ce qu'on demande à chaque fois, c'est d'abord de mettre son masque sur sa propre tête avant de le mettre sur la tête de son voisin. Oui, ou de son enfant ou de son fils. Oui, non, c'est vrai. Parce que c'est-à-dire que si vous tombez dans les pommes, parce que vous avez une dépressurisation et que vous n'avez pas été loyal à vous-même, en fait, c'est ce que tu dis. Hein. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous pourriez aider la boîte au-dessus ? Et comment est-ce que vous pourriez aider les autres ? C'est qu'il y a un moment où charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Oui, c'est clair. Après, je t'avoue que si on parle de cette métaphore-là, j'ai toujours été la personne qui mettait le bien-être des autres avant le mien. Oui. Donc, est-ce que tu as réussi à le faire toute ta vie ? Est-ce que tu as réussi à le faire de manière... Alors, j'ai une personnalité où, si tu veux, je suis très empathique, je prends beaucoup les émotions des uns et des autres. Je suis un peu une éponge. Du coup, c'est vrai que j'ai une personnalité où je vois des situations d'injustice, je vais prendre parti et je vais défendre. Tu vois, par exemple, si on peut parler de choses un peu personnelles, quand j'étais plus jeune, comment tu dis être bully ? Bully, c'est quoi en français ? Bully, c'est les harceleurs, non ? Ah oui, voilà. Abuseurs, Moi, je me suis fait harceler un peu sur un peu mon physique parce que quand j'étais plus jeune, on me disait que j'avais des yeux globuleux, que je ressemblais à un bœuf ou un poisson, enfin des trucs pas très gentils que quand t'es petit et que t'as moins de 10 ans, tu le gardes une longue partie de ta vie, donc c'est un peu une conséquence sur ton développement, etc. Et c'est vrai que vers 13 ans, je me suis réveillée en me disant en fait c'est fini, plus personne n'aura d'emprise sur mon côté psychologique et ma confiance en moi. Et je me suis un peu libérée de tout ça et à partir de ce moment-là, j'ai pris parti. C'est-à-dire que n'importe quelle situation d'injustice, je vais m'en mêler et je vais défendre et je vais aider. Donc c'est ce truc où je vois des situations où même, tu vois, quelqu'un qui, je sais pas, est dans la rue et je peux pas donner de l'argent à tous les SDF, c'est pas possible, mais juste de leur parler, de discuter, d'échanger, ça leur fait du bien. Et je pense que si tout le monde faisait ça, parce que souvent on me dit t'es un peu utopique, etc. Mais si on prenait un peu plus le temps de connecter avec les gens de cette planète, il y aurait peut-être moins de malheur sur cette planète aussi. Donc j'ai ce côté-là où vraiment j'aime prendre les gens sous mon aile. Tu vois, souvent je finis par aider des gens en dépression, je finis par recommander d'autres personnes pour trouver du boulot. C'est des choses que je fais vraiment dans ma vie de tous les jours. Je n'ai pas envie de faire coach de vie parce que pour moi ça a pas trop de sens et j'aime monter des projets et aider les gens pour aider les gens et pas pour monétiser tout ça. Mais aujourd'hui les gens ont ce besoin d'être sauvés, d'être aidés, et moi j'avoue que j'ai ce besoin en permanence d'aider. C'est ma personnalité, donc j'ai beaucoup de mal à me faire passer moi en premier. D'accord. J'essaye, mais non, mais c'est en fait si ça te provoque du bien-être, c'est bien. Si tu t'es pas senti, en fait c'est ça, c'est que si tu t'es pas senti lésé dans cette équation, à te dire j'ai fait passer les autres et en fait je m'écoute jamais et je commence à être je vais pas dire tout fripé de l'intérieur parce que je m'écoute plus jamais et je passe mon temps à me faire avoir par les autres. Si tu gardes cet esprit-là, c'est qu'en fait c'est ton moyen aussi d'être fidèle à toi-même, d'aider les autres. Ouais, c'est clair. En fait je pars du principe que si j'ai pu
aider à améliorer une situation, c'est chouette. Parce qu'après, on a tous des modes de pensée différents. Hein. On est tous des humains. Hein. On est physiologiquement fait à peu près pareil. Mais là-haut, dans notre petit cerveau, c'est pas la même chose. Donc, y a des situations qui vont nous toucher plus que d'autres. On a tous des manières différentes de communiquer aussi. Et vraiment, je pense que la plus belle capacité à avoir chez une personne, je sais pas si on dit capacité, je suis désolée, hein, vu que j'habite en Angleterre, des fois je perds un peu mes mots. La meilleure qualité, pardon. La meilleure qualité qu'on peut avoir, c'est arriver à se mettre à la place des autres. Parce que tu vois, par exemple, certaines situations que j'ai pu vivre où les gens étaient très énervés, m'avaient très mal parlé et je l'avais pris contre moi. Après, quand on réfléchit un peu, on se dit en fait c'était pas contre moi, c'est juste que cette personne, malheureusement, on sait pas sa vie, on sait pas ce qui se passe et malheureusement, ouais, elle t'a mal parlé. Et en fait, je trouve que au lieu de renvoyer de la méchanceté quand une personne n'est pas sympa avec nous, faut juste questionner en mode ça va, qu'est-ce qui se passe en fait. Et la plupart du temps, on arrive à désamorcer des situations en prenant en compte l'autre, même si peut-être que la façon dont la personne nous a parlé n'est pas correcte et qu'il n'y a pas de respect, bah faut questionner en se disant pourquoi tu réagis comme ça. Enfin, je pense pas être la source du problème, donc si tu veux en parler, tu peux. Et franchement, je t'assure qu'à 80%, on arrive à désamorcer des bombes et que derrière, ça se passe bien. Faut juste qu'en fait, la plupart des gens mettent leur fierté de côté et écoutent, surtout. Écouter, c'est très important. Donc merci de nous écouter aujourd'hui. C'est bien, fais bien sa pub. Si on revient un peu plus sur ton projet, peut-être les prochaines étapes, mais avant d'entrer dans les prochaines étapes, est-ce que tu aurais 5 conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait lancer un projet, soit dans la food, soit autre part? Premier conseil déjà, c'est noter toutes ses idées. Moi, j'avoue, ça fait peut-être 10 ans que je fais ça. Dès que j'ai une idée, je la note. Dans mes notes, je me l'envoie moi-même sur WhatsApp. J'ai beaucoup d'idées, donc je note beaucoup de choses. D'accord. Derrière, bien s'entourer. Bien s'entourer, attends, mais... Si on vient peut-être sur la partie noter ses idées, ouais. Tu les relis après, tu les revois, tu as des instances de relecture de tes idées, Alors, j'écris mes idées, je les garde, je vais les relire des fois, les résumer. Et après, tu vois, par exemple, pour Gathering Table, j'ai écrit pendant 4 ans. Et en fait, je suis arrivée à une évolution dans le projet où, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, je l'ai. En mode, j'ai ce que je veux faire, je sais où je vais. Écrire, c'est hyper important parce que, mine de rien, des fois, on a des idées, on pense, et puis je sais pas comment dire, mais quand on pose sur papier, on arrive tout de suite à visionner, à voir et à se projeter. Du coup, j'ai beaucoup écrit. Après, derrière, j'ai brainstormé. Donc, en fait, tu poses tes idées de base sur ton téléphone, donc une manière un peu digitale. Derrière, moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, j'écris. Je fais des dessins pour me projeter, me poser des bonnes questions. Tu vois, par exemple, pour le nom de la boîte, j'en ai eu plusieurs. Sauf que de mettre sur papier, ça m'a amené à un logo qui est quand même qui est simple, un gathering table, mais en rond, parce que bah, du coup ça fait penser à une table. Enfin, il y a plein de choses qui font que mettre ses idées sur papier aide. Voilà, donc ça serait mon premier conseil. Deuxième conseil, il faut en parler autour de soi, il faut pas avoir peur. Bien évidemment que certaines personnes vont s'inspirer des idées ou même quelquefois piquer les projets, mais en fait, si le projet doit marcher de par la personnalité d'une personne, ça marchera. Ouais. Donc pour moi, il faut en parler, il faut tester, il faut... Quand je disais bien s'entourer, c'est pas bien s'entourer des personnes clés, etc. C'est pas ça, c'est s'entourer de personnes bienveillantes. Donc ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes dans le domaine professionnel. Juste s'entourer des personnes qui ont une vision, mais qui ont aussi une compréhension. Parce que aujourd'hui, s'entourer d'investisseurs, waouh, enfin c'est cool, c'est ok si on a besoin de financement, mais c'est aussi mieux de s'entourer de personnes qui vont donner leur honnête avis et qui vont être aussi capables de potentiellement donner des suggestions ou alors de te faire penser différemment. Parce que, comme je l'ai expliqué avant, on est tous différents, on a tous des modes de pensée différents, donc il faut aussi tester ses idées et ses suggestions sur un panel de gens différents. Voilà. En troisième, je dirais... Donc juste avant, j'ai dit de tester et d'écouter les gens autour de nous. Mais en troisième, s'écouter aussi. Soi-même. S'écouter soi-même, c'est ça. C'est de se dire, bah, aujourd'hui j'ai un projet, il va peut-être pas plaire à tout le monde. On va peut-être me questionner sur la façon dont je vais me rémunérer sur le court, le moyen ou le long terme. On va peut-être me dire mais tu vois, je vais partager avec vous une objection que j'ai eue. Pourtant, c'est un de mes amis qui me l'a dit.
tu penses vraiment que tu vas arriver à faire asseoir à table un Ukrainien et un Russe ou un Iranien et un Américain ? Je dis, mais en fait, t'as rien compris. Bien évidemment que c'est le but. Enfin, il y a beaucoup de gens, même si c'est bienveillant, ils vont plus être en mode, mais il faut que tu fasses attention parce que du coup, tu peux te casser les pattes en faisant ce genre de projet. Ils vont essayer juste d'une manière bienveillante, de lancer un warning. Mais en fait, il faut pas écouter. Enfin, quand on sent que c'est le bon moment, quand on sent que le projet c'est une passion et qu'on a envie de le faire parce qu'il y a un énorme côté social et bienveillance et bien-être des gens en général, moi je m'en fiche quoi. J'étais en mode bah oui, bah très bien, bah non en fait c'est le but. Le but c'est de mettre des nationalités différentes à table. Si on prend les Russes et les Ukrainiens, tout ce qu'ils veulent c'est la fin de cette guerre. Donc c'est juste une minorité de personnes qui aujourd'hui font la promotion de la guerre. Mais si on les mettait tous dans une salle pour se taper dessus, je pense qu'ils seraient pas contents. Voilà. Donc vraiment s'écouter soi et ne pas se laisser décourager. Surtout sur le volet économique parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une société, c'est vrai, capitaliste où on cherche du profit. Bah non en fait, moi ce que je cherche c'est de la bienveillance et de la bonne bouffe. Donc bien évidemment qu'après il y a le volet économique qu'il faut prendre en compte, mais il faut être un peu malin là-dessus. Mais voilà, être fidèle à soi-même, être très indépendant aussi, et faut être courageux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de voler votre projet, et un autre conseil que je pourrais donner, le réseau, le relationnel. J'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai étudié à l'étranger, j'ai vécu dans plusieurs pays différents. J'ai aussi changé un peu d'école quand j'étais plus jeune. J'ai voyagé, j'ai bossé pour des boîtes différentes. Donc j'ai un réseau de personnes hyper différents dans le monde entier. Mais aussi, je reste une personne assez disponible, accessible, dans le sens où, tu vois, je prends l'avion, je prends le train, j'attends un bus à l'arrêt de bus, je suis dans un restaurant, très souvent, je fais pas exprès, mais je connecte avec n'importe qui tout le temps. Ouais. Et en fait, tu fais des très belles rencontres à tout moment, tous les jours. Par exemple, dans l'avion, j'ai rencontré un investisseur américain, on a passé absolument tout le trajet en avion à discuter. Derrière, on s'est tellement bien entendu qu'on a pris le train ensemble, qu'on est resté en contact. J'ai beaucoup d'histoires comme ça dans les avions, dans le train pareil. Je pense qu'il faut rester ouvert parce qu'en fait, chaque personne a quelque chose à nous raconter. Pour moi, all story matters, dans le sens où chaque histoire mérite d'être entendue. Toute personne d'âge différent aussi. Tu vois, un autre exemple un peu random. Souvent, je prends le bus à Londres et la dernière fois, j'ai rencontré une petite mamie de 80 ans avec qui j'ai passé juste 10 minutes à discuter. Et en fait, elle m'a appris des choses sur Londres, sur la façon de vivre. Pour eux aussi, les générations un peu plus vieillissantes. Enfin, à chaque fois, si tu veux, chaque personne d'âge, de nationalité ou de job industries différentes peut nous ouvrir les yeux sur le monde et nous faire nous remettre en question aussi par rapport à notre vie actuelle. Et c'est ce que j'aime en fait à travers ces dîners. C'est être capable de proposer ça à d'autres personnes qui auraient peut-être pas eu l'occasion de le faire parce qu'ils sont peut-être enfermés dans une routine ou alors ils ont peur de connaître l'autre en règle générale. Et voilà, je pense que j'ai donné beaucoup de conseils déjà. Oui, tu as donné beaucoup de conseils, tu as donné plus que 5 conseils. Je suis sympa. C'est sympa, c'est très sympa. Merci beaucoup d'avoir donné tous ces conseils. Ce que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis, dans tous tes conseils, dans ton expérience, moi, si je devrais le résumer, premièrement, il y a une question de mindset qui est assez intéressante ce qu'on voit chez toi. C'est-à-dire que t'oses. Faut avoir peur de rien. Faut pas avoir peur. Et en fait, au pire, le ridicule ne tue pas. Donc, exactement. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et vachement en fait révélateur de ton comportement et de pourquoi est-ce que Gathering Table ça fonctionne. Le deuxième point, ce que je trouve aussi assez chouette, c'est que tu sais sélectionner les bons envies, les bons retours et pas te laisser démoraliser. C'est-à-dire que ce que je trouve assez intéressant quand tu parles de son ami qui te dit est-ce que tu penses que tu pourras asseoir un Russe et un Ukrainien à côté, une objection. C'est bien qu'il t'émette cette objection parce que toi, ça te permet après de voir. Mais limite, ça m'a donné du carburant
Et en fait, ça m'a donné l'envie d'aller lui démontrer que oui, tu vois. Oui, ah oui. Mais donc ça, du coup, j'ai eu un Iranien, un Américain à table sur un dîner. C'est bien, c'est bien. La prochaine fois, tu as un Cubain et un Américain. Et, exactement. Mais en fait, ça, je trouve ça assez top. Et surtout, ce qui est assez flagrant et ce qui est assez réplicable aussi pour tout le monde, c'est-à-dire que le fait de se mettre dans cette approche de j'écoute les gens, mais ça doit pas remettre en cause moi ce que je suis personnellement ou mon projet, parce qu'en fait, il n'y a que moi qui peux faire avancer mon projet, in fine. Et que si quelqu'un m'émet des objections, et encore plus mes proches, parce que c'est pas parce que c'est tes proches que leur avis compte beaucoup plus, ou qu'ils feront que ton projet marchera, en fait. Et on le voit souvent aussi, les proches, comme ils ont une vision de nous qui peut être différente, parce qu'ils ont une projection qui est la leur, avec leur vécu, leur passif, et ainsi de suite. Ils peuvent projeter aussi des peurs, parce qu'ils tiennent à nous et parce qu'ils nous aiment, et de se dire, en fait, je vais faire attention, et je vais faire attention à ce qu'il arrive à gagner de l'argent, il arrive à bien en vivre, il arrive à trouver des clients, et ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui est entre guillemets secondaire. C'est-à-dire exactement. que c'est pas ça qui doit nous driver à nous dire sinon je fais ça. Sinon, on serait tous salariés, on serait pas entrepreneurs, on ne se lancerait pas. Exactement. Et on n'aurait pas des projets comme ça. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et surtout de se dire, il faut pas que je me laisse décourager. C'est-à-dire, j'ai ma flamme en moi, j'ose le faire, j'ai envie de le faire, je vais le faire, ça prendra le temps que ça prendra. Il faut que j'y aille et il faut pas que je me laisse décourager aussi. Et il faut que je reste. Il y a un côté qui est assez candide aussi dans ta démarche. Mais dans quel sens ? Mais en fait, je trouve ça candide dans le sens, tu vois ce qui arrive. C'est-à-dire que même si tu as une vision, même si tu sais où tu veux aller, tu as un côté, ah, c'est très bien, une nouvelle personne, tiens, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apprendre, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter. Moi, j'ai une anecdote que j'ai jamais racontée sur ce podcast, mais que je trouve assez chouette. J'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande tout seul. Bon, on revient sur le voyage tout seul. Et j'avais rencontré un Néo-Zélandais dans l'avion entre Paris et Sydney, parce que je suis allé après l'Australie en Nouvelle-Zélande. Et j'avais gardé contact avec ce Néo-Zélandais qui était un Néo-Zélandais d'origine fidjienne, indienne, adorable, très imposant, donc format assez all black. Donc moi avec mon 1m93 et lui avec son 1m90 et ses 4 kilos de plus, on était un peu serrés sur notre vol. Et donc en fait, ça rapproche. Ça nous a vachement, on était très proches, mais ça nous a vachement rapprochés. Donc on a bien bavardé. Et il m'a dit, quand tu arrives à Auckland un mois plus tard, envoie-moi un message, on ira prendre un verre. Ok. Donc 2 jours avant de partir à Auckland, j'ai envoyé un message. Il m'a fait, ouais, je vais essayer de prendre un verre avec toi, on va essayer de se débrouiller. Et il me renvoie un message 2 heures après en mode, mais quand est-ce que t'arrives ? Je fais, j'arrive là à telle heure. Il fait, je viens te chercher. Sympa. Donc j'étais en mode hyper sympa. Moi, avec ma mentalité de français, j'arrive à Auckland, je vois le gars qui vient me chercher. Je me suis dit, il est intéressé. Non, mais il est intéressé, ou c'est un tueur en série, il va me kidnapper, il va me tuer. Surtout qu'il m'emmenait faire le tour de tous les parcs nationaux autour d'Auckland, donc c'était hyper beau, c'était canon. Wow. Mais il y a un moment où on arrive à 22h, il fait nuit sur des routes de campagne, dans un pays que je ne connais pas. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et là, j'étais en mode, je sais pas ce qui va se passer. Et en fait, on a eu des super discussions hyper profondes. Et il m'a ramené devant mon hôtel. Sans te tuer ? Sans me tuer. Waouh. Mais en me baladant partout. Et j'étais en mode, mais le gars, adorable de chez adorable. Et je me suis dit, et ça, c'est une mentalité peut-être très française, on attend à ce que l'étranger ou l'inconnu puisse nous faire du mal parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en fait, là, dans cette situation, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'absolument génial ce qui s'est passé. Exactement, mais parce que je pense qu'on est un peu embrigadé avec les actualités de ce qu'on voit dans le journal, sur les réseaux sociaux, etc. Et on a peur parce qu'on se dit ça peut nous tomber dessus. Alors que pour faire un peu un rebond sur ton histoire, moi j'ai toujours adoré, c'est bizarre, hein, aller chez les gens, rencontrer des gens. Toujours cette curiosité et au final, il ne m'est jamais rien arrivé. Parce qu'en fait, être curieux, c'est top. Et ce que tu as vécu en Nouvelle-Zélande, on pourrait le vivre en France si les gens étaient un peu plus ouverts et sûrement un peu moins sur leur mégarde aussi. Je pense que ça arrive. Ça arrive, mais je pense peut-être un peu moins. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi l'attrait de dire, toi, tu étais un Français, il était néo-zélandais, comme nous, quand on a peut-être un étranger et qu'on est, on va te montrer, te faire visiter tel endroit et te faire connaître notre pays. Mais c'est des anecdotes où c'est hyper sympa, en tout cas je pense aussi, tu vois, de partager ça via le podcast que tu fais, c'est de dire qu'effectivement dans l'inconnu des fois on a des très très belles surprises.
C'est beau. Oui. Tes prochaines actualités, c'est quoi tes prochains dîners, tes prochains plans? Alors, vu que j'ai posé ma démission, Wow, je suis bravo, sur... Merci beaucoup. On est sur un plan de sortie, mais vu que je suis quand même quelqu'un d'assez loyal en général, je suis en train de rechercher la personne qui va prendre ma suite. Donc, je vais pas vraiment partir avant. Donc, ça a été un peu compliqué d'organiser des dîners en même temps que faire mon job actuel. Donc, le prochain dîner, c'est le 17 novembre à Londres. Ça va être chez Benares, donc c'est un étoilé au Michelin, restaurant indien, de mon ami Samir Teneja, qui est très 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 sympa, un excellent chef. Donc là, j'ai 18 places pour ce dîner, donc c'est dans 2 semaines à présent. Derrière, beaucoup de dates qui arrivent, et puis je peux pas réellement vous expliquer ce qui va se passer, parce que je suis en train de monter un très gros projet. Enfin, je peux expliquer brièvement. Ce serait de faire un Gathering Table World Tour pendant quelques mois. Donc ce projet-là, il est en négociation avec des partenaires, avec beaucoup mais de personnes. Je peux pas trop en parler pour le moment vu que c'est assez confidentiel et que ça met des marques et des entreprises françaises dans la boucle. Donc pour l'instant, rien de fait, je ne dis rien. Voilà, surprise. Canon, moi tu reviendras. Vous nous expliquer tout ça. Mais absolument canon. Eh ben écoute Cassandra, j'ai l'impression que c'est la fin. Sniff. Je devais verser une larme. Sniff. Non, c'était chouette. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur ton podcast. Avec plaisir. Merci à Papacho Café de nous avoir accueillis. Surtout qu'on a eu une super infusion à l'hibiscus. C'est bon. Hein. Ouais, j'adore ça. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Side Project Café. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @The Side Project Factory ou sur notre site internet thesideprojectinc.com. Allez, à très vite.